Personne ne t'explique que l'esprit, si tu le laisses libre cours, devient ton pire ennemi. Ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais le poids accumulé de tes propres pensées. La peur, l'anxiété et le stress ne sont pas des visiteurs externes, ce sont des mécanismes internes que nous entraînons sans le vouloir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ce n'est pas facile de l'admettre, mais presque tout ce que tu ressens ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux passer des années à chercher des excuses, à blâmer le travail, ton histoire, les circonstances. Mais la vérité est brutale. Tu continues à souffrir parce que tu ne prends pas la responsabilité de ton filtre mental. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle de ton esprit est la seule vraie liberté que tu as. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu deviens esclave de n'importe quelle nouvelle, de n'importe quel message, de n'importe quel regard d'autrui. La bonne nouvelle, c'est que personne ne naît avec du caractère, cela se forge. La sérénité est une discipline, pas un cadeau. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu peux entraîner chaque jour pour transformer ta relation avec l'anxiété et la peur. Je ne promets pas de formule magique ni de raccourcis faciles, juste des pratiques qui ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnent. La souffrance ne s'élimine pas, elle se transforme en clarté. Ton esprit peut être ta prison ou ton meilleur outil. Décide de quel côté tu te bats. 1. Remets en question chaque pensée avant de la croire. La plupart de tes pensées sont des déchets recyclés et tu le sais. Ce qui traverse ton esprit n'est pas la voie de la vérité, c'est juste la somme de répétitions, de peurs héritées et de phrases que tu t'es lancées sans réfléchir des années auparavant, maintenant déguisées en certitude. Si tu crois chaque pensée simplement parce qu'elle apparaît dans ta tête, tu choisis de vivre comme un esclave d'une machine automatique qui ne fait pas la distinction entre fait et fiction. La douleur authentique est inévitable, mais la plupart de la souffrance est fabriquée en interne, parce que tu avales n'importe quelle phrase mentale sans filtre. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas spécial. À tout nous viennent des pensées irrationnelles. Mais la différence réside dans ceux qui les remettent en question et ceux qui se laissent entraîner par elles jusqu'au fond. L'esprit n'est pas un juge impartial, c'est un fabricant d'histoires, la plupart étant distordus. Et si tu ne lèves pas un mur critique entre ce que tu penses et ce que tu crois, tu vas devenir complice de ton propre auto-sabotage. C'est le premier entraînement que demande le stoïcisme. Ne pas accepter comme vérité automatique quoi que ce soit que tu n'as pas examiné en profondeur. Ne te trompe pas. Remettre en question tes pensées n'est pas un exercice de développement personnel léger. C'est une nécessité vitale si tu veux vraiment cesser de vivre piégé dans la peur ou l'anxiété. Lorsque tu laisses chaque pensée passer directement à ton compte émotionnel, tu t'endettes avec des préoccupations qui n'ont jamais existé. Tu te charges de poids fictifs et tu finis par réagir à des menaces qui n'existent que dans ta tête. Veux-tu vraiment continuer à offrir tes jours à des histoires que tu n'as même pas vérifiées? L'esprit a besoin de discipline, pas de câlin. Si tu n'es pas capable de défier tes pensées les plus automatiques, tu seras otage d'elles chaque fois qu'elles apparaîtront. Peu importe combien de livres tu lis ou combien de vidéos tu regardes, si tu n'appliques pas ce filtre critique, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges que toujours. Chaque fois qu'une idée surgit dans ton esprit, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, je ne peux pas gérer cela. Tu as 2 options. L'accepter comme un fait ou l'examiner en profondeur, comme le ferait un stoïque face à son pire adversaire. Demande-toi, quelle preuve réelle soutient cette pensée? Est-elle basée sur des faits ou sur des projections défaitistes? Qui a mis cette idée-là, toi ou la peur accumulée? Chaque réponse honnête est une brique dans la reconstruction de ton caractère. Ne te contente pas de la première version que ton esprit te propose. Tu n'es pas une victime de ce que tu penses, tu es l'architecte de ce que tu crois. Chaque pensée non remise en question est un nouveau masque que tu mets pour éviter l'inconfort de grandir. Abatte ces masques. Arrête de protéger tes limitations comme si c'était des trésors. Prends la responsabilité de ton entraînement mental. Ne te permets pas le confort d'accepter tout par défaut. Le véritable contrôle émotionnel commence lorsque tu remets en question ton propre récit. Il n'y aura pas de sérénité
tant que tu continueras à croire sans filtre. Remets en question, défie, désarme. Si ton esprit te présente des catastrophes, balaie avec des faits, pas avec plus de peur. C'est la différence entre vivre comme un spectateur passif ou comme quelqu'un qui décide. L'esprit t'appartient, mais seulement si tu le maîtrises. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. 2. Prends la responsabilité de ton interprétation interne. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée. Les clés tombent sur la table et, à cet instant même, l'esprit commence à tourner. Tu repasses ce qui s'est mal passé au travail, la phrase que quelqu'un t'a lancée et qui te pique encore, la facture que tu n'as pas pu payer, un message qui n'est jamais arrivé. Le corps est à la maison, mais à l'intérieur, tu es toujours piégé dans un film qui ne s'arrête pas. C'est automatique. Tout contretemps se transforme en une menace amplifiée, tout silence se remplit d'interprétations négatives. Personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu portes déjà l'armure d'anticiper les problèmes. Ce mécanisme ne vient pas de l'extérieur. C'est ta lecture interne qui transforme le quotidien en un fardeau inutile. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'inquiète, presque jamais ce n'est le fait nu. C'est l'interprétation, cette traduction privée de la réalité, que, sans t'en rendre compte, tu décides d'accepter comme la seule version possible. Prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas un simple spectateur de tes pensées, tu es l'éditeur qui décide quelle version de la journée reste. Si tu restes en pilote automatique, chaque frottement insignifiant se transforme en une crise, chaque erreur en une sentence, chaque regard d'autrui en une menace voilée. L'esprit, si tu le laisses sans supervision, fonctionne comme un filtre défectueux qui déforme tout ce qu'il reçoit. Et ce filtre, tu l'as construit au fil des ans, avec tes croyances, tes peurs, tes expériences mal digérées. Chaque fois que tu dramatises un détail, que tu assumes des intentions là où il n'y en a pas, que tu présumes que tout affecte plus que les autres, tu renforces ce filtre et multiplies inutilement le poids que tu portes. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ici, il n'y a pas de victime de la réalité, seulement des responsables de l'interprétation. Le stoïcisme exige une honnêteté brutale. Ce que tu interprètes t'appartient, pas au monde. Le monde n'a pas l'obligation de s'adapter à tes attentes, ni de te protéger des inconforts. Si quelque chose t'irrite, t'angoisse ou te fait peur, commence par observer quelle histoire tu te racontes à ce sujet. Te dis-tu que tu ne devrais jamais te tromper, que le rejet est insupportable, que l'avenir apportera toujours des malheurs? Ces récits ne sont pas dictés par l'univers, c'est toi qui les fabriques et tu peux les changer. Il y a une différence cruciale entre subir un fait et multiplier cette souffrance par des interprétations automatiques. Tu ne gagneras pas en sérénité en accumulant des phrases toutes faites de développement personnel, mais en acceptant que chaque réaction émotionnelle est une conséquence de ta lecture interne, non de la brutalité des faits. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. C'est ça la véritable responsabilité. Cesser de chercher des coupables à l'extérieur et commencer à démanteler cette inertie interne qui te pousse à exagérer, à te victimiser ou à anticiper le pire. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions, tu es l'auteur de ton récit mental. Si tu refuses de reconnaître cela, tu continueras à agir comme si le monde te devait quelque chose, ou comme si ton malaise était inévitable. Mais la vérité est autre. Ton interprétation t'appartient et personne ne peut la changer à ta place. Voici une phrase pour te le rappeler. Porter des interprétations toxiques est une décision, pas une condamnation. Être responsable de ton interprétation interne est le pas le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur. Cela exige que tu cesses de te justifier, que tu arrêtes l'inertie de tes justifications automatiques et que tu te regardes en face sans détour. Je ne te promets pas que ce sera facile ni rapide, mais je te promets que c'est réel. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, mais lorsque tu es capable de questionner, d'ajuster et de choisir ta propre lecture de ce qui se passe. Le monde continuera d'être imparfait. La différence est de savoir si tu choisis de vivre comme un otage de tes interprétations ou comme le maître de ton esprit. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. 3. Affronte de petites peurs chaque jour.
Il faut l'admettre. La plupart d'entre nous préfèrent vivre avec de petites peurs plutôt que de les affronter réellement. Je le dis sans détour, car il est inconfortable de reconnaître que souvent, la peur n'est pas une réaction ponctuelle, mais une habitude enracinée que nous alimentons par l'évasion et la routine. Il est plus facile de rester dans la tranchée de ce que l'on connaît, à négocier avec ses propres limites, que de sortir pour exposer cette insécurité, même si c'est dans quelque chose de minime. Ce mécanisme a sa logique. La peur, en petite dose, ressemble à une alarme tolérable que l'on n'éteint jamais complètement, mais qui ne vous laisse pas avancer non plus. Vous la gardez là, comme une part d'anxiété que vous acceptez de payer quotidiennement pour éviter le risque de ressentir de la honte, du rejet ou de l'inconfort. Mais chaque fois que vous cédez, que vous choisissez de ne pas regarder de front cette peur concrète, répondre à un appel, exprimer une opinion inconfortable, dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous renforcez une structure interne de fragilité. La peur devient partie intégrante de votre mobilier mental et, sans vous en rendre compte, vous commencez à concevoir votre vie autour de ce que vous évitez. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau recherche l'économie émotionnelle. Il préfère ce qui est connu même si cela implique de se résigner à une version réduite de soi-même. Vous ignorez l'invitation, vous reportez la conversation, vous remettez à demain la tâche difficile. Tout cela semble mineur, jusqu'à ce que cela devienne votre norme. C'est un mécanisme automatique. Éviter de petits défis aujourd'hui fabrique de grandes barrières demain. La peur grandit proportionnellement à l'abandon de l'action. Chaque décision d'éviter est un investissement dans l'impuissance future. Personne ne se réveille un jour paralysé par la peur de rien. C'est le résultat accumulé de centaines de micro-abandons quotidiens. L'esprit enregistre. Cela, vous ne l'affrontez pas, donc cela doit être dangereux. Ainsi s'installe le cycle. Vous évitez, vous vous sentez soulagé. Mais la prochaine fois, la peur est plus forte et votre muscle de la confrontation plus faible. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il ne s'agit pas de forcer de grandes prouesses ni de devenir téméraire, mais de comprendre que la seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de l'exposer à la lumière de l'action, même en dose minimale. L'entraînement n'est pas héroïque, il est méthodique. Chaque fois que vous choisissez un petit inconfort plutôt que l'évasion, vous modifiez l'architecture de votre caractère. Ne sous-estimez pas l'effet cumulé d'affronter une petite peur chaque jour. C'est ce qui démantèle l'illusion que la peur est invincible. Vous ne surmonterez pas vos peurs en attendant le moment de vous sentir en sécurité. La sécurité est le résultat, pas la condition préalable. Vous n'agissez avec courage que lorsque vous acceptez que la peur sera là, mais ce ne sera pas elle qui décidera pour vous. Pas besoin de vous jeter dans le vide ni de faire de votre vie un défilé de défis absurdes. L'essentiel est de cesser de donner à la peur l'autorité de définir votre champ d'action. Rester confortable est une dette qui s'accumule. Aujourd'hui, le solde semble insignifiant. Demain, il sera insoutenable. Si vous recherchez la liberté émotionnelle, commencez par le minimum. Envoyez ce message, demandez ce dont vous avez besoin, tolérez le jugement des autres, sans vous justifier. Chaque micro-action est un vote en faveur de votre propre solidité. La peur ne possède que ce que vous n'osez pas regarder. Affronter de petites peurs chaque jour n'est pas une technique. C'est une déclaration d'indépendance. Personne ne va se battre pour vous dans cette bataille. Chaque pas inconfortable est une fracture dans la prison mentale que vous avez vous-même construite. Gagnez votre espace. Grandissez dans le minimum. Parce que le courage ne s'hérite pas, il se cultive. 4. Apprends à vivre avec l'incertitude. Vivre avec l'incertitude ressemble à marcher chaque jour sur un fil tendu qui traverse d'un bâtiment à un autre, mais le fil n'est pas visible. Et en dessous, le vide n'est pas réel, c'est juste la somme de tes projections et de tes peurs accumulées. Les pieds doutent, les muscles se tendent, les mains cherchent une rambarde qui n'existe pas. Chaque pas semble risqué, mais le danger presque toujours est une invention de l'esprit. Le corps réagit. Mâchoire serrée, respiration superficielle, le pouls accéléré comme si l'abîme était tangible. C'est le quotidien de ceux qui ont besoin de garanties avant d'avancer, de ceux qui exigent des certitudes avant de décider,
de ceux qui remettent leur vie à plus tard en attendant que le risque de tomber disparaisse. Mais la vérité est que le fil ne sera jamais stable et le contrôle absolu est un mirage qui n'apporte que de l'usure. L'instinct cherche la sécurité comme on cherche un rocher solide dans une rivière tumultueuse. Mais la vie n'est pas un sol statique. Elle change de forme, de vitesse, de direction. S'accrocher à l'illusion que tout doit être sous contrôle, c'est porter un poids impossible. C'est comme marcher avec une armure qui te promet protection, mais qui en même temps t'immobilise. Tu le vois dans les petits gestes. Cette longue pause avant d'envoyer un message important, le regard fixé sur l'écran en attendant une réponse qui n'arrive pas, le récapitulatif interminable de scénarios dans la tête avant de prendre une décision minimale. Il y a une profonde fatigue à vivre ainsi, comme si chaque mouvement devait être approuvé par une autorité invisible qui ne donne jamais son feu vert. Accepter l'incertitude n'est pas une résignation, c'est une maturité. Cela signifie cesser d'exiger de la vie des garanties qu'elle ne te donnera jamais. Cela nécessite de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, la sensation d'être à la dérive, sans carte définitive. Mais juste là, dans cet espace inconfortable, c'est là que s'entraîne le véritable courage. Car avancer sans certitude est un acte de confiance radicale. Non pas dans l'avenir, mais dans ta propre capacité à t'adapter. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré le fait de ne pas tout avoir clair, tu envoies un message direct à ton esprit. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque variable pour agir. C'est la liberté que le stoïcisme propose. Et elle ne s'obtient pas en lisant de belles phrases, mais en affrontant l'instabilité, les yeux ouverts et le pas ferme. L'anxiété se nourrit de l'obsession du contrôle. Plus tu essayes d'anticiper tout, plus ta marge d'action se réduit. La vie ne s'arrête pas pour attendre ton autorisation. Et si tu refuses d'agir tant que tout n'est pas garanti, tu te condamnes à la paralysie déguisée en prudence. Répète ceci. Il n'y a pas de certitude, mais il y a une décision. Cette phrase est un rappel brutal que la seule chose sûre est ta capacité à choisir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de devenir insensible ni téméraire, juste d'abandonner l'attente enfantine que tout se déroulera selon tes calculs. Personne ne peut te promettre un parcours sans secousse, mais tu peux t'engager à ne pas laisser le doute décider pour toi. La sérénité, au final, n'arrive pas quand tout est prévisible, mais quand tu acceptes que la seule constante est le changement et que ton pouvoir réside dans ta capacité à t'adapter, non à contrôler. L'incertitude ne se supprime pas, elle se navigue. Fais de cette phrase une boussole. Chaque jour que tu tolères de ne pas savoir, que tu avances sans garantie, que tu te permets de ressentir le vertige sans céder à la panique, tu entraînes la partie la plus forte de ton caractère. Ne cherche pas à amortir la vie en l'enveloppant dans du plastique. Ose marcher sur le fil invisible. Car vivre avec l'incertitude n'est pas une condamnation. C'est la preuve que tu es toujours vivant et éveillé. 5. Ancre ton esprit dans le présent. Arrête d'hypothéquer ta vie pour l'avenir. C'est aussi simple que brutal. La plupart des gens vivent comme si le présent n'était qu'une salle d'attente pour quelque chose qui n'arrive jamais, piégé dans une sorte de limbe mentale où tout ce qui est important, urgent et précieux est toujours à quelques pas, jamais ici et maintenant. Je te le dis sans détour. Cette habitude de remettre ta présence à plus tard, de vivre avec le regard suspendu sur ce qui viendra ou sur ce qui est déjà passé, n'est pas innocente. C'est la racine de ton anxiété, de ta peur, de ton insatisfaction chronique. Crois-tu vraiment que tu peux résoudre quoi que ce soit en occupant ton esprit avec des scénarios qui n'existent pas? En fabriquant des inquiétudes comme si c'était un devoir moral? Ne te trompe pas, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une excuse déguisée en prévoyance. L'anxiété est le prix que tu payes pour te refuser à être là où tes pieds se trouvent. Chaque fois que tu te surprends à ressasser de vieilles erreurs ou à projeter des tragédies futures, tu abandonnes le seul terrain solide que tu as, le présent. Il n'y a rien d'héroïque à être toujours distrait. Il n'y a aucun mérite à être le champion de l'anticipation catastrophique, ni de gloire à ressasser de manière obsessive ce qui aurait pu être. Ce que tu fais, en réalité, c'est affaiblir ton caractère
offrir ton énergie à des fantômes et te vider dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le présent est inconfortable, car il exige que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes ce qui est, sans anesthésie ni report. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu préfères la fantaisie d'un avenir contrôlé à la rudesse du réel. Mais cette évasion a un coût. Chaque minute que tu ne vis pas, c'est un morceau de vie qui ne revient pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une discipline de présence sauvage. Il ne s'agit pas de répéter des phrases clichés sur le fait de vivre l'instant présent, mais d'entraîner l'esprit à ne pas fuir. Je te le rends facile. Chaque fois que tu remarques que ta tête s'égare, que le défilé d'hypothèses, de menaces, de choses à faire impossibles commence, stoppe-la net. Reviens. Oblige-toi à regarder ce que tu as devant toi, même si cela te dérange, même si ce n'est pas idéal. Ta bataille n'est pas contre l'avenir ni contre le passé. Elle est contre le piège de la distraction interne. Chaque seconde où tu retrouves ta présence est une victoire réelle. Ne sous-estime pas ce muscle. Un esprit indiscipliné est un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné dans le présent est un refuge inexpugnable. Ne te permets pas l'excuse facile de dire que c'est comme ça que tu es, que te préoccuper te prépare, que anticiper te protège. Mensonge. La seule chose que tu réussis à faire, c'est de multiplier le poids que tu portes et d'épuiser ta capacité de réponse. Arrête de chercher la paix dans un demain qui n'existe pas et commence à apprivoiser l'inquiétude ici et maintenant. La sérénité n'est pas un cadeau qui arrive quand tout est en ordre, c'est le résultat de ton refus de vivre dans le report éternel. Rends-le inconfortable. Quand l'esprit voudra fuir, tire-le en arrière. Respire, sens ton corps, observe ce qui est devant toi. Répète jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le présent est ton seul outil. Le reste n'est que fumée. Tu n'es pas victime de tes pensées dispersées. Tu es complice chaque fois que tu choisis de jouer leur jeu. Si tu veux reprendre le contrôle, arrête de négocier avec l'évasion. L'esprit qui ne s'ancre pas dans le présent est un terrain vague. Choisis d'habiter ta vie ou accepte que tu ne feras que la voir passer de loin. 6. Observe tes émotions sans t'identifier. Tu n'es pas tes émotions. C'est la vérité que la plupart rejettent parce qu'elle est inconfortable, voire violente pour l'ego. Tu as grandi en croyant que ce que tu ressens te définit, que si aujourd'hui l'anxiété ou la peur te submerge, alors tu es une personne anxieuse ou craintive. Mais cette identification est le plus invisible et en même temps le plus lourd des boulets que tu traînes chaque jour. Le mécanisme est subtil. Une émotion apparaît, l'esprit la catégorise et sans t'en rendre compte, tu t'appropries cette étiquette comme si c'était ta peau. La colère n'est pas seulement une réaction, elle devient ta personnalité. La tristesse cesse d'être un moment et se transforme en ton histoire principale. Ainsi, tu vis kidnappé par des vagues internes qui, en réalité, n'ont pas de propriétaire, car les émotions ne demandent pas la permission ni ne confirment ton identité avant d'apparaître. Elles surgissent simplement, montent et descendent, comme le pouls ou la respiration. Mais tu t'accroches à elles comme si elles étaient des vérités absolues, et c'est là que tu commences à te perdre. L'esprit, obsédé par le contrôle, veut donner un sens et un nom à tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu ressens de l'inquiétude, ton dialogue interne est immédiat. Je vais mal, c'est insupportable, quelque chose ne va pas chez moi. Tu ne supportes pas l'inconfort de ressentir sans explication. Alors tu fabriques un récit, tu crois à la narration, et l'émotion finit par occuper le centre de ton identité. Voici le piège. Plus tu te définis par ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de la liberté intérieure. Tu confonds le symptôme avec la cause, la réaction avec l'essence. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui éprouve de l'anxiété. Tu n'es pas la peur. Tu es quelqu'un chez qui la peur apparaît et disparaît. Change le verbe, change la vie. Observer tes émotions sans t'identifier à elles est un acte de discipline mentale aussi exigeant que n'importe quel entraînement physique. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à regarder avec distance,
comme celui qui voit passer des voitures depuis le trottoir. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de construire ta maison sur chaque émotion passagère. Quand tu ne mets pas cette distance, chaque montée émotionnelle te submerge, chaque descente te laisse vide, et tu finis par croire que tu es le va-et-vient même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu reconnais. Cela se passe en moi, mais je ne suis pas cela. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Je ne suis pas mon émotion, je suis le témoin. C'est simple à dire, brutalement difficile à soutenir lorsque l'émotion brûle et que l'esprit demande des réponses immédiates. Le stoïcisme ne dit pas de devenir de pierre ni de nier ton expérience interne, mais d'apprendre à reconnaître la différence entre le visiteur et le propriétaire de la maison. Les émotions arrivent, font du bruit, parfois dérangent tout, mais à la fin, aucune ne reste pour toujours. La clé est de refuser de leur donner le pouvoir de définir ce que tu es ou ce que tu feras. Chaque fois que tu t'identifies, tu abandonnes ton autonomie. Chaque fois que tu observes avec distance, tu récupères une partie de ta liberté. Le travail est inconfortable, car il implique de renoncer au confort de la victimisation et d'assumer le contrôle de ton récit interne. Personne ne peut faire ce travail à ta place. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne te lance pas dans des interprétations ni dans des justifications. Arrête-toi. Observe ce qui se passe dans le corps. Nomme l'émotion sans t'en approprier. Ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela est ici maintenant ». C'est là que commence la véritable indépendance émotionnelle. Souviens-toi, les émotions ne gouvernent que celui qui leur remet le trône. Choisis d'être témoin, pas prisonnier. Car la sérénité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas fusionner avec elle. 7. Utilise l'action pour dissoudre l'anxiété. Tu te réveilles et dans les premières minutes, la journée te tend déjà le premier piège. Tu ouvres ton téléphone et lis un message ambigu, où tu te souviens soudainement de cette tâche que tu n'as pas résolue hier. L'estomac se tend, l'esprit commence à fabriquer des scénarios de problèmes, et la sensation d'inquiétude s'installe sans demander la permission. Tu veux penser à autre chose, mais le malaise est toujours là, accroché comme une alarme que tu ne sais pas éteindre. Ce n'est pas un hasard, l'esprit, lorsqu'il détecte une menace. Réelle ou imaginée, entre en mode analyse infinie, repassant les mêmes pensées et multipliant l'anxiété à chaque tour. Le corps reste immobile, mais à l'intérieur, tu dépenses de l'énergie à anticiper des conséquences qui n'existent pas encore. Voilà comment fonctionne le cycle. L'inquiétude te paralyse, tu cherches du réconfort dans la pensée, et plus tu y penses, plus le poids que tu portes grandit. L'erreur centrale réside dans la stratégie. Essayer de résoudre l'anxiété depuis l'esprit, comme si penser davantage allait te donner du contrôle. Mais ce mécanisme ne fait que renforcer le problème. L'anxiété est une dette émotionnelle qui ne se paye pas par la spéculation, mais par le mouvement. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Il ne suffit pas de comprendre ou d'analyser la peur, il faut agir, même si c'est un pas minime, pour que le cycle se fracture. Chaque fois que tu cèdes à l'inertie de l'inquiétude, tu deviens otage d'un processus mental qui se nourrit de paralysie. La pensée crée le scénario, l'inaction le transforme en réalité. La clé est de rompre cette séquence par une action délibérée, même si l'esprit crie que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de certitude. Observer le mécanisme est fondamental. Lorsque l'anxiété monte, l'esprit cherche des garanties impossibles et reporte toute décision en attendant de ressentir de la sécurité. Mais la sécurité n'arrive jamais par l'attente, elle se fabrique dans le mouvement. C'est un investissement émotionnel. Chaque petite action, aussi minime soit-elle, retire du pouvoir à l'anxiété et renforce ton muscle de confrontation. Personne ne t'apprend cela enfant, mais la seule façon de diluer la peur est de pousser le système à agir. Tu peux rester assis à repasser tout ce qui pourrait mal tourner, ou tu peux envoyer cet email, engager cette conversation inconfortable, sortir te promener même si ton corps pèse. Le changement est presque imperceptible au début, mais chaque réponse active affaiblit le cycle d'inquiétude automatique. Le piège mental le plus courant est de croire que tu dois attendre de te sentir motivé, sûr ou calme avant d'agir.
C'est là que l'anxiété gagne. Elle te convainc que l'action dépend de l'état émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bouge d'abord et observe comment l'esprit s'adapte. Ce principe n'est pas une formule magique, mais il est brutalement efficace. Si tu cèdes, la dette envers l'anxiété grandit. Si tu agis, même maladroitement, la dette commence à se rembourser d'elle-même. Il ne s'agit pas de réaliser de grandes prouesses, mais de fracturer le mécanisme de la procrastination. Fais le minimum, mais fais-le maintenant. L'esprit peut spéculer éternellement, mais le corps ne connaît que le présent. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la pensée circulaire, tu récupères une portion de contrôle. Agir est la seule véritable issue. Ne laisse pas à l'anxiété le luxe d'avoir le dernier mot. Décide de bouger, même si c'est contre ton gré. La peur se nourrit de l'attente. La sérénité se construit dans le mouvement. Si tu veux dissoudre l'anxiété, fais de l'action ton refuge le plus solide. Ne négocie pas avec la stagnation. Paye la dette émotionnelle par des actes, pas par des tours mentaux. La liberté n'est jamais dans l'attente. Elle commence toujours par le premier pas. 8. Construisez des rituels qui renforcent votre clarté. Je vais dire quelque chose qui n'est pas souvent admis. La plupart de vos journées ne s'effondrent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause d'une accumulation de petites négligences internes. Je le vois en moi, et si vous êtes honnête, vous le verrez en vous aussi. Vous ouvrez les yeux, et vous traînez déjà la gueule de bois mentale d'hier. Les mots que vous n'avez pas dit, l'alerte invisible du téléphone, la sensation d'être en retard avant même de commencer. Vous vous préparez un café, mais vous ne savourez même pas la première gorgée, parce que votre tête est déjà en train de faire des listes, anticipant des échecs, passant en revue des comptes à régler. Votre attention est fragmentée, sautant comme une aiguille détraquée entre les stimuli, et même si votre corps bouge, la clarté est un luxe qui semble ne pas vous appartenir. Ce n'est pas que vous manquiez de volonté, c'est que vous avez transformé la dispersion en votre état de base. Chaque matin, l'esprit s'installe en mode automatique. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà midi, et vous n'avez même pas décidé quelle version de vous va piloter le reste de la journée. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette brume mentale ne se dissipe pas d'elle-même. Ce n'est pas une question de chance, ni de génétique, ni d'attendre qu'un jour vous vous réveilliez l'esprit clair et la motivation intacte. Le chaos intérieur se combat avec de la structure, et c'est ici que les rituels entrent en jeu. Je ne parle pas de formules magiques ni de copier des routines d'autres dans des livres de développement personnel, mais de la construction délibérée d'ancrage personnel, de petites pratiques qui vous obligent à prendre le contrôle dès le premier instant. Je parle de détails concrets. Laissez le téléphone loin du lit pour ne pas commencer la journée en mode réactif. S'asseoir 5 minutes en silence pour respirer profondément avant de regarder n'importe quel écran. Écrire dans un carnet 2 lignes sur ce que vous voulez soutenir aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Chaque geste est une déclaration. Aujourd'hui, je ne laisse pas mon esprit à la dérive. Le corps le ressent. Lorsque vous prenez cet espace, même minime, la tension dans les épaules baisse d'un demi-degré. La mâchoire se détend. Le pouls cesse de courir sans but. C'est presque imperceptible, mais la différence est réelle. Les rituels fonctionnent parce qu'ils envoient un signal clair au système. Ici, c'est moi qui commande, pas les impulsions, pas les notifications, pas l'anxiété héritée. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite spirituelle, ni de vous lever à 5 heures du matin. Vous avez besoin d'un espace, même bref, où l'intention prend le dessus sur l'habitude. C'est inconfortable au début, parce que votre esprit va se battre pour revenir au pilote automatique. Mais chaque jour où vous maintenez le rituel, même maladroitement, vous renforcez le muscle de la clarté. Ne sous-estimez pas le pouvoir du minimum répété. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de répétition pour changer de forme. Si vous commencez la journée en contrôle, même si ce n'est que pendant 10 minutes, vous n'êtes plus une victime de la dispersion des autres. Vous êtes l'architecte de votre présence. La clarté n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une discipline qui se construit comme un mur de briques. Une chaque matin, sans excuse. Le monde peut être en chaos, mais vous décidez d'où vous vous reliez à ce chaos. Ritualisez la clarté,
et le reste commence à s'organiser tout seul. Il y a une phrase que vous devriez retenir. Ce que vous répétez vous construit. Ne vous définissez pas par votre état mental d'aujourd'hui. Définissez-vous par le rituel que vous choisissez de maintenir chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que là, dans cet espace gagné à la sueur de votre front, se trouve la véritable différence entre vous laisser entraîner et choisir avec quelle mentalité vous allez vivre votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vivre en attendant que le monde nous rende quelque chose simplement parce que nous nous sentons vides est la recette parfaite pour la frustration chronique. Ce n'est ni le destin ni la chance qui nous retient, mais un besoin silencieux, presque imperceptible, de contrôler et de forcer les résultats. Il y a ceux qui passent des années à pousser, à négocier avec la vie, à exiger que les choses se passent exactement comme ils les ont planifiées, et finissent épuisés, anxieux, toujours avec la sensation d'être un pas en arrière de ce qu'ils désirent. L'esprit devient une usine d'attente et de déception, un mécanisme qui ne sait que demander, jamais remercier, ni lâcher prise. Ce que peu admettent, c'est le coût psychologique de vivre dans le manque, une dette intérieure qui grandit et s'accumule, fracturant peu à peu le caractère et la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire spirituelle, mais une discipline brutale. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à apprendre à fonctionner depuis l'autosuffisance et à cesser de mendier des résultats. Personne ne va te sauver de ta propre anxiété. Si tu cherches un véritable pouvoir, commence par cesser de le poursuivre avec désespoir. La maîtrise de soi est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 8 leçons qui non seulement défient ta façon de penser, mais qui peuvent changer en profondeur la manière dont tu expérimentes la vie. Si tu veux attirer, commence par apprendre à ne pas avoir besoin. 1. Arrête de poursuivre depuis le manque, arrête de poursuivre comme si tu étais en faillite émotionnelle. Personne ne te doit rien. Le monde ne va pas te récompenser pour courir après ce que tu désires avec anxiété et désespoir. Ce sentiment d'urgence, ce vide qui te pousse à agir depuis le manque, ne te rapproche pas de ce que tu veux. Cela t'éloigne, te fatigue, te rend esclave de tes propres carences. Si tu continues à agir par nécessité, tu renforces seulement l'idée que tu n'es pas suffisant et qu'il te manque quelque chose d'essentiel pour être heureux, fort ou précieux. C'est une dette qui ne se paie jamais, une course qui ne finit jamais. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses confortables, ni pour les drames internes que tu te racontes pour justifier ta quête démesurée. Chaque fois que tu te convaincs que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet, tu ne fais que renforcer ta dépendance et affaiblir ton caractère. Personne ne respecte celui qui mendie des miettes émotionnelles. Même toi-même, tu ne peux pas te respecter si tu te vois supplier la vie, les gens, le destin, de te donner ce que tu n'as pas appris à te donner. Arrête d'agir comme si tu étais fragmenté, comme si ta valeur dépendait de la confirmation du monde. Arrête de projeter tes insécurités dans le futur, croyant que quelque chose ou quelqu'un va venir te sauver de ta propre insatisfaction. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter ta tranquillité en échange de cette possibilité lointaine que tes attentes se réalisent? La dure réalité est que ce que tu poursuis avec anxiété finit par t'échapper, car le monde sent ton besoin et ne répond pas au manque, il répond à la solidité. Lorsque ta vie tourne autour de ce qui te manque, tu deviens une proie facile pour le marketing, le chantage émotionnel, l'auto-tromperie et la manipulation. Le premier à te manipuler, c'est toi, te faisant croire que si tu obtiens ce résultat, cette approbation ou cet objectif, alors tu pourras respirer. C'est un mensonge.
Tu veux la liberté, mais tu t'enchaînes de plus en plus chaque fois que tu poursuis depuis l'urgence. L'autosuffisance n'est pas un luxe, c'est une obligation pour quiconque aspire au respect de soi. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois entraîner le muscle de l'autosuffisance. Agis depuis l'abondance, pas depuis la rareté. L'excellence ne naît pas du besoin, elle naît de l'engagement envers ce que tu es capable de contrôler, tes actions, tes pensées, ton caractère. Le résultat externe est une conséquence, jamais une preuve de valeur. Apprends à te mouvoir avec discipline et détermination, sans demander la permission à personne, sans supplier la vie de te donner ce que tu n'as pas encore construit en toi. Ton devoir est d'agir avec vertu, pas de t'obséder pour la récompense. Arrête de regarder vers l'extérieur comme si la solution s'y trouvait. Le poids de ton anxiété pour le résultat est un fardeau inutile. Lâche-le une bonne fois pour toutes. Ce que tu attires n'est pas parce que tu poursuis, mais parce que tu es pendant que tu agis. Personne ne peut te combler si tu ne décides pas de cesser d'opérer depuis le vide. Tu n'attires que ce que tu es prêt à soutenir. Si tu veux du respect, commence par cesser de le mendier. Si tu veux des résultats, arrête de t'obséder avec eux et deviens excellent dans le processus. Si tu veux la paix, arrête de négocier avec ta propre esprit et accepte la vie comme elle vient, sans peur, sans attente toxique, sans ce filtre qui déforme tout. Le manque est une fracture que tu nourris chaque fois que tu choisis de poursuivre depuis la faiblesse. L'abondance est un choix quotidien, une discipline, pas un prix que quelqu'un te remet. Personne d'autre ne va te sauver de ton propre besoin. L'autosuffisance ne se négocie pas, elle s'entraîne. Fais-le maintenant, ta vie en dépend. 2. Maîtrise tes actions, pas les résultats. Tu te lèves et vérifies ton téléphone avant même d'ouvrir correctement les yeux. Notifications, messages, le rappel de ce qui est attendu de toi, la petite anxiété de savoir si quelque chose s'est bien passé pendant que tu dormais. Dès ce moment, ton esprit commence à anticiper ce qui pourrait mal tourner, ce qui manque, ce qui devrait être différent. Tu vas au travail ou à tes activités et, presque sans t'en rendre compte, chaque action se teinte de la question silencieuse. Et si ça ne fonctionne pas? Et si ce n'est pas suffisant? Tu veux contrôler la réaction des autres, le résultat de tes efforts, même l'humeur avec laquelle on t'accueillera. Tu te déplaces avec une corde invisible attachée au cou des résultats, comme si ta journée dépendait de ce que tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Cette pression s'accumule et à l'intérieur, tu ressens la tension de lutter contre quelque chose qui s'échappe toujours une seconde avant que tu puisses l'attraper. Dans cet état, le contrôle devient une sorte de piège mental. Tu crois que si tu ajustes un détail de plus, si tu corriges un mot, si tu anticipes toutes les variables, alors tu pourras garantir le résultat que tu imagines. Mais c'est justement là que tu commences à te perdre. L'esprit se bloque dans des boucles de révision, dans des projections sur l'avenir, dans la peur d'échouer ou d'être jugé. Chaque fois que tu investis de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu t'éloignes de ton véritable pouvoir. Les actions concrètes, les pensées que tu choisis de cultiver, l'attitude que tu décides de maintenir, même lorsque l'environnement ne répond pas comme tu l'espérais. Il est facile de tomber dans l'illusion que la vie te doit des certitudes. Mais la vérité est que tu n'as du pouvoir que sur ce que tu fais, jamais sur ce qui se passe ensuite. Une action t'appartient, le résultat, non. Le poison réside dans l'attente rigide. On t'a appris à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis, par les applaudissements ou l'approbation extérieure, par le reflet qui revient de l'extérieur. Cela installe une fracture silencieuse. Tu commences à agir non par intégrité, mais par peur du rejet ou de l'échec. L'habitude de remettre à plus tard le bien-être jusqu'à ce qu'un résultat arrive, qui n'est jamais garanti, s'installe. Dans ce jeu, l'anxiété est la monnaie et l'insatisfaction la dette qui s'accumule. La paradoxe est brutale. Plus tu t'obsèdes à contrôler l'issue, plus tu t'éloignes de l'efficacité réelle et de la paix intérieure. La plénitude ne réside pas dans l'issue, mais dans la manière d'agir. Il faut entraîner l'esprit à lâcher l'illusion du contrôle absolu.
Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Si tu mets ton estime de soi, ta joie et ton énergie dans le résultat, tu deviens esclave de l'incontrôlable. Mais si tu décides de maîtriser tes actions, de perfectionner ton processus, d'affiner ta discipline et de t'engager dans le présent, alors tu récupères le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de cesser de faire des efforts, mais de changer d'axe. Tu fais ce que tu dois faire parce que c'est juste, parce que cela te construit, pas parce que cela garantit une récompense extérieure. C'est là que commence à se forger la véritable autosuffisance. Laisse les résultats être une conséquence, pas une obsession. Si tu peux t'asseoir à la fin de la journée et te dire honnêtement que tu as agi avec intégrité, que tu as donné le meilleur de toi-même dans ce qui dépendait de tes mains et de ton esprit, alors le résultat cesse d'avoir le pouvoir de te définir. Fais ce qui t'appartient, le reste ne t'appartient pas. C'est la différence entre l'anxiété et la liberté. Maîtrise tes actions et accepte le destin, car la vie ne négocie pas avec tes attentes, mais respecte ton caractère. 3. Concentre-toi sur la solidité intérieure quotidienne. Je dois l'admettre, pendant des années, mon plus grand ennemi n'a pas été la vie ni ses obstacles, mais ce sentiment constant de fragilité intérieure, cette peur silencieuse de ne pas être suffisamment préparé à ce qui pouvait arriver. Ce n'était pas tant la peur d'échouer à l'extérieur, mais le manque de confiance en ma capacité à me soutenir lorsque quelque chose tournait mal. Ce soupçon permanent que n'importe quel coup, n'importe quelle critique, n'importe quel imprévu pouvait faire s'effondrer ce que j'avais construit à l'intérieur. C'est inconfortable de le reconnaître, mais l'insécurité ne se manifeste pas seulement dans les grands échecs. Elle apparaît dans le quotidien, dans la façon dont tu te parles mentalement aux premières erreurs, dans la façon dont tu doutes de toi-même face à une décision difficile, dans la facilité avec laquelle tu te compares et te punis lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et le pire, c'est que souvent cette fragilité se déguise en auto-exigence, en perfectionnisme, en ce désir de tout bien faire, qui est en réalité une peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque tu décomposes ce cycle, tu vois que la racine se trouve dans un manque de solidité intérieure qui ne se compense pas par des réussites externes ni par les éloges de quiconque. Tout commence par la formation d'une base psychologique quotidienne, ce que tu choisis de penser de toi-même, les croyances que tu nourris avec tes mots intérieurs, la façon dont tu fais face à tes petites défaites et à tes petites victoires. Si ton identité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, n'importe quel vent te déstabilise. Si tu n'as pas une routine mentale dans laquelle chaque jour tu renforces tes principes, ton autodiscipline et ta capacité à résister aux inconforts, alors toute ta structure intérieure est fragile, même si en apparence tu maintiens une vie réussie. La solidité intérieure n'est pas un idéal lointain. C'est la conséquence directe des investissements quotidiens que tu fais dans ton esprit et ton caractère. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre de se sentir fort, mais de travailler chaque jour à polir les réponses automatiques, à démonter les pensées défaitistes et à construire une image de soi qui ne s'effondre pas face à la critique ou au rejet. Le véritable problème est que nous avons tendance à entraîner davantage le muscle de l'inquiétude que celui de la stabilité mentale. Tu passes des heures à anticiper des problèmes, à examiner des scénarios négatifs, à douter de tes capacités. Cela ne fait que renforcer l'habitude de l'insécurité et de l'indécision. En revanche, très peu de gens consacrent un temps réel à renforcer l'esprit avec des principes clairs, à l'entraîner à revenir toujours au présent et à agir depuis le calme, pas depuis la panique. La solidité intérieure se construit lorsque tu cesses d'attendre que l'environnement soit favorable et que tu commences à t'exiger sérénité, même lorsque tout semble aller à l'encontre. C'est un travail ingrat, car personne n'applaudit le fait que tu gardes ton calme au milieu du chaos. Personne ne te reconnaît pour avoir contrôlé ton attention lorsque tu pourrais te perdre dans l'anxiété. Mais c'est le muscle dont tu as besoin pour traverser la vie sans te briser. La décision est radicale. Chaque jour, tu choisis entre investir dans ta force ou l'hypothéquer à des préoccupations sans fondement.
Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de cultiver un esprit qui ne se rend pas au premier coup. La discipline quotidienne est une forme de respect de soi. Tu te montres que tu peux avoir confiance en toi, que tes habitudes et ton caractère te soutiennent lorsque le monde ne le fait pas. Ne te concentre pas sur la collection de réussites pour masquer tes insécurités. Concentre-toi sur le fait de devenir quelqu'un capable de se soutenir dans n'importe quelle circonstance. Tu es aussi fort que ce que tu entraînes chaque jour. Si ton esprit se plie facilement, ta vie sera une chaîne de réactions impulsives et de regrets. Mais si tu décides de construire une solidité intérieure, chaque jour tu deviens plus difficile à renverser, plus libre de l'opinion des autres, plus imperméable à ce que tu ne peux pas contrôler. Être solide à l'intérieur est la seule garantie d'un pouvoir réel. L'autosuffisance ne s'improvise pas. Elle se cultive, elle se renforce, elle se démontre dans le quotidien. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce choix quotidien. Plus important que ce que tu réalises, c'est en qui tu es en train de devenir. 4. Identifie et surmonte tes ennemis intérieurs. Pense à une machine ancienne, lourde, rouillée par les années, qui continue de tourner même si personne ne la surveille. Chaque engrenage est un mécanisme mental appris. La peur qui te fait serrer les dents face à quelque chose de nouveau. L'impatience qui se reflète dans tes mains agitées sur la table. La rigidité qui transforme tout changement en un sursaut physique. L'orgueil qui se perçoit dans la tension de ta mâchoire lorsque quelqu'un te contredit. Cette machine continue de fonctionner jour et nuit et le plus brutal, c'est qu'elle opère en toi, conditionnant la façon dont tu réagis à tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas une présence abstraite ni un monstre invisible, c'est tangible. Cela se manifeste dans les gestes inconscients, dans la posture que tu adoptes lorsque tu es mal à l'aise, dans le soupir contenu avant de prendre une décision difficile. Le véritable piège réside dans le fait que ces ennemis intérieurs se déguisent souvent en prudence, en exigence saine, en amour-propre mal compris. Mais chaque fois que tu les laisses fonctionner en automatique, tu perds le contrôle réel sur ta vie. Il n'est pas nécessaire de chercher des ennemis à l'extérieur quand tu vis avec eux chaque jour à l'intérieur. La peur, par exemple, ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe dans le regard baissé lorsque tu dois défendre ton point de vue, dans ce frisson bref qui parcourt ton dos avant de te confronter à l'inconnu. L'impatience est plus subtile. Elle se manifeste dans les doigts qui tambourinent sur le bureau, dans la respiration rapide en attendant une réponse, dans la façon dont ton corps devance les événements, cherchant un soulagement immédiat qui n'arrive presque jamais. La rigidité ne se manifeste pas, elle t'enferme simplement dans tes propres habitudes, transforme chaque petite surprise en une menace, durcit tes traits et te prive de la flexibilité nécessaire pour t'adapter lorsque l'environnement change. L'orgueil, le plus silencieux de tous, se trahit par la difficulté que tu as à demander de l'aide, par l'inconfort qui apparaît lorsque tu reçois une critique, par cette posture forcée de « je peux le faire seul » qui t'isole et te fragilise. Identifier ses ennemis n'est pas un exercice d'auto-analyse interminable, c'est un acte d'honnêteté brutale. Il suffit d'observer tes réactions physiques, ce nœud dans l'estomac lorsque tu crains d'échouer, la mâchoire serrée lorsque tu veux avoir raison à tout prix, la respiration saccadée lorsque ton anxiété te pousse à accélérer sans raison. Ne les rationalise pas, observe-les. Si tu as le courage de regarder ces mécanismes en face, tu cesses d'être une victime et tu deviens responsable. Personne ne peut vaincre ce qu'il n'ose pas nommer. C'est ici que l'autosuffisance commence à prendre une forme réelle. Lorsque tu reconnais que tes obstacles les plus sérieux ne se trouvent pas dans la rue ni dans l'agenda des autres, mais dans les automatismes internes que tu choisis de ne pas remettre en question. La prochaine étape est de rompre le cycle. Il ne suffit pas de prendre conscience, il faut interrompre le mécanisme, même si cela coûte. La peur doit être poussée à l'action. Si tu sens le tremblement dans tes mains avant de parler, parle quand même si ta voix tremble. L'impatience se surmonte en entraînant l'attente. Respire profondément.
résiste à l'impulsion d'exiger des résultats immédiats. Apprends à tolérer le vide entre ce que tu fais et ce que tu reçois. La rigidité se combat par de petits actes de flexibilité. Change de route, accepte une erreur sans dramatiser, permets à quelque chose de ne pas se dérouler comme prévu sans l'utiliser comme justification pour abandonner. L'orgueil se dissout en pratiquant l'humilité. Accepte de l'aide, écoute vraiment, lâche cette nécessité absurde de tout contrôler. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Si le muscle ne fait pas mal, il ne grandit pas. C'est la loi. Tes ennemis intérieurs ne commandent que si tu obéis sans résistance. La véritable liberté commence lorsque tu es capable d'identifier le mécanisme et de décider d'agir différemment. Chaque fois que tu surmontes une réaction automatique, tu gagnes un gramme de pouvoir réel sur toi-même. Il ne s'agit pas d'éliminer les ennemis intérieurs, mais d'apprendre à vivre au-dessus d'eux. La maîtrise de soi, c'est ce qui se cultive, c'est ce qui attire le respect et la solidité. Personne ne peut te donner cette victoire, ni te retirer le poids de vivre avec toi-même. Le plus grand sabotage est d'ignorer ce que tu portes en toi. Celui qui maîtrise ses mécanismes maîtrise sa vie. 5. Cultive la discipline, pas l'anxiété. L'anxiété est une discipline gaspillée. L'énergie que tu consacres à imaginer le pire, tu pourrais l'investir à construire le meilleur. Ne te trompe pas, l'anxiété et l'obsession du contrôle déguisent leur faiblesse par un effort apparent. Ce qui semble être de l'hyperactivité est au fond la peur de ne pas être capable de supporter l'incertitude. Cette urgence à anticiper tout, à vérifier 2 fois ce que tu as déjà fait, à corriger jusqu'au dernier détail, n'est pas une vraie discipline. C'est une addiction à la souffrance auto-infligée. Arrête de te vendre le mensonge confortable que s'inquiéter est être responsable. La discipline ne naît pas de l'angoisse. Elle naît d'un engagement froid et conscient envers le processus, même si le résultat tarde à arriver ou n'arrive jamais comme tu l'espères. Être discipliné, c'est s'asseoir chaque jour pour faire ce qui est nécessaire, sans demander à l'univers des garanties ni des anesthésiques émotionnels. Être anxieux, c'est avoir besoin de signaux, d'applaudissements et de certitudes pour agir. Et quand tu ne les obtiens pas, tu te paralyses ou tu t'auto-sabotages. La différence est brutale. La discipline renforce, l'anxiété fragmente. Chaque fois que tu choisis l'anxiété, tu paies des intérêts pour une dette que tu as toi-même inventée. La discipline est la décision de cesser d'hypothéquer ta paix pour des résultats qui ne seront jamais totalement sous ton contrôle. Personne ne va te donner de la constance. Tu dois la gagner, et ça fait mal. Arrête de justifier ton incapacité à maintenir des routines avec l'excuse que tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter. Oui, tu peux. Mais tu ne veux pas payer le prix de l'inconfort silencieux que cela implique de s'asseoir pour travailler, étudier, s'entraîner, sans attendre un soulagement immédiat. Il faut le dire clairement, l'anxiété est la sortie facile de celui qui craint de faire face au vide qui reste quand le bruit des attentes s'éteint. La discipline est la force de te maintenir là, inconfortable, sans fuir vers la distraction ni la plainte. La société récompense l'anxiété avec compassion et étiquette, mais méprise en silence ceux qui ne sont pas capables de s'imposer un emploi du temps, une méthode, une répétition quotidienne. La discipline est un acte impopulaire parce qu'elle n'a pas de glamour, elle ne vend pas d'histoire grandiose, elle ne peut pas être montrée sur les réseaux comme si c'était un accomplissement instantané. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le drame de l'anxiété à la monotonie de la vraie discipline. Ici, il n'y a pas de place pour les raccourcis. Si tu veux du respect de soi, tu dois le construire en répétant ce qui est juste chaque jour, surtout quand personne ne te regarde et quand le corps et l'esprit te demandent d'abandonner. Fais-le inconfortable, fais-le fatigant, fais-le ennuyeux, mais fais-le. Personne ne construit de caractère en sautant le processus inconfortable de la constance. L'excellence est une conséquence, pas une coïncidence. La médiocrité est un choix quotidien. Te rends-tu compte combien de fois tu utilises l'anxiété comme prétexte pour ne pas agir, pour procrastiner, pour céder à la paresse?
Tu n'es pas victime de ton esprit, tu es l'architecte de ta routine. Si tu ne peux pas faire confiance à ta propre capacité à faire ce qui doit être fait au bon moment, comment espères-tu que la vie te prenne au sérieux? Assez de chercher une motivation externe, arrête de mendier au monde un signe pour commencer. Fais ce que tu dois, même si tu n'en as pas envie. La discipline est le seul rempart contre l'instabilité. L'anxiété est l'impôt que tu paies pour ne pas l'avoir. Chaque jour que tu remets à plus tard l'entraînement de ton caractère, tu deviens plus petit face aux défis et plus dépendant des résultats externes. Il n'y a pas de dignité à vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. La discipline est la liberté à tempérament. L'anxiété est l'esclavage à prix réduit. Choisis de quel côté tu veux être. Tu n'as pas besoin d'encouragement, tu as besoin de rigueur. Tu n'es pas tes émotions passagères, tu es ce que tu répètes sans excuse. Tiens-toi dans le processus, même si personne ne le célèbre. La discipline est le muscle que personne ne peut te voler. 6. Embrassez la flexibilité face au chaos. Personne ne va vous protéger du chaos. C'est la vérité qui fait le plus mal à accepter et celle qui peut vous donner le plus de liberté si vous avez le courage de la vivre sans anesthésie. Il n'existe pas de manuel garantissant que le monde se comportera selon vos plans, ni de formule magique transformant l'incertitude en sécurité. Le désir de contrôler chaque variable, d'anticiper chaque problème, est une illusion enfantine qui ne sert qu'à créer plus de rigidité et de souffrance. La réalité est que la vie ne vous demandera pas la permission de changer de cap, et si vous vous accrochez à la nécessité que tout s'inscrive dans votre schéma mental, vous finissez par vous briser vous-même, pas le chaos. Embrasser la flexibilité n'est pas se résigner, c'est cesser de lutter contre l'inévitable et commencer à utiliser cette énergie pour vous adapter avec intelligence et dignité. Lorsque vous regardez de face vos propres réactions face au désordre, vous voyez combien de temps et d'énergie vous perdez dans une résistance inutile. Vous voulez que les choses se passent comme vous l'espérez, que les gens se comportent selon vos attentes, que la réalité s'adapte à votre carte mentale, et dans cette lutte silencieuse, vous ne parvenez qu'à plus de tension et d'épuisement. La rigidité est le mécanisme automatique de l'esprit effrayé. Elle vous fait croire que si vous gardez tout sous contrôle, rien ne pourra vous blesser, rien ne sortira du script. Mais derrière cette tentative désespérée de fixer chaque détail, il y a la peur de ne pas pouvoir vous soutenir si le monde se dérègle. Le véritable conflit ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans votre incapacité à lâcher l'idée que vous avez besoin de garanties pour aller bien. Être fort, ce n'est pas se durcir, c'est devenir flexible. La flexibilité mentale est une décision inconfortable, car elle oblige à renoncer à la fausse sécurité de ce qui est prévisible. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de laisser tout passer sans intervenir, mais de comprendre que votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à vous adapter à ce qui se passe, et non à imposer vos conditions à la vie. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, que vous vous permettez d'ajuster votre attitude lorsque les choses changent, vous entraînez le muscle de la flexibilité. Cela implique d'accepter l'inconfort initial, de tolérer le vide de l'inconnu, de supporter le poids de l'incertitude sans céder à la panique. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force psychologique. Seul celui qui sait se plier sans se briser peut traverser le chaos sans se perdre lui-même. Les croyances rigides sont les plus petites et les plus oppressives des prisons. Lorsque vous vous accrochez à la façon dont la vie devrait être, vous vous condamnez à une frustration perpétuelle, chaque fois que la réalité montre son indifférence à vos règles internes. Le conflit surgit lorsque votre sens de l'identité dépend de la stabilité des choses. Lorsque vous voyez le changement comme une menace et non comme une opportunité de croissance. La clé est de cesser de vous identifier à vos plans et de commencer à vous identifier à votre capacité à répondre de manière créative à tout tournant inattendu. Celui qui ne sait agir que dans des conditions idéales ne construira jamais de véritable force. La flexibilité s'entraîne chaque jour, dans les petits détails.
lorsque vous acceptez qu'un contretemps ne définit pas votre valeur, lorsque vous modifiez votre approche sans perdre votre intégrité, lorsque vous lâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas changer et utilisez cette énergie pour améliorer ce qui dépend de vous. Vous n'êtes pas vos plans, vous êtes votre capacité à vous adapter. Cette phrase peut faire mal, mais c'est là que se trouve la liberté. Le chaos n'est pas votre ennemi. C'est la scène où se révèle en qui vous êtes en train de devenir. Si vous choisissez la flexibilité comme discipline, le désordre cesse d'être une menace et devient le terrain où se forge votre véritable caractère. 7. Fais confiance à ton processus sans chercher de validation. Tu franchis la porte du bureau, salues d'un signe de tête et t'installes à ton bureau. La routine commence. Tu ouvres tes emails, vérifies tes tâches, travailles sur ce qu'il faut. Pendant que tu avances, une partie de ton esprit calcule si ce que tu fais est suffisant, si le patron va le remarquer, si cela aura l'impact que tu espères. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, si aujourd'hui quelqu'un va reconnaître l'effort, si le résultat sera assez bon pour que les autres le considèrent comme précieux. Cette pression silencieuse s'immisce entre chaque action, déforme le sens de ce que tu fais et te vole la capacité de profiter du processus. Sans t'en rendre compte, tu cesses de faire confiance à ton propre jugement et commences à dépendre du thermomètre émotionnel des autres pour valider tes pas. La journée avance et chaque fois que tu ne reçois pas de réponse, le poids s'accumule. Tu commences à douter si ce que tu fais a du sens ou si ce n'est qu'une tâche de plus pour faire passer le temps. C'est ici qu'un des mécanismes les plus nuisibles du caractère s'installe, la recherche désespérée de validation. Ce qui commence comme un besoin minimal de reconnaissance se transforme en un piège difficile à voir. Le moteur de tes actions cesse d'être l'engagement envers le processus et devient l'attente d'un applaudissement extérieur. Cela ne fait pas que t'épuiser, mais déforme aussi le sens de ton effort. Quand tu travailles uniquement pour être reconnu, tu perds le contrôle sur la signification de ton propre chemin. Le résultat est une sorte d'addiction psychologique. La dopamine de l'approbation des autres devient ta drogue, et quand elle manque, tout perd de sa valeur. Ainsi, ton estime de soi devient une montagne russe qui monte et descend selon la réaction, le commentaire ou le regard extérieur, et tu cesses d'être maître de toi-même. La pire erreur est de croire que la validation est une garantie de vérité ou de valeur. En réalité, c'est juste un reflet des attentes des autres et bien souvent une distorsion intéressée. Lorsque tu analyses les causes, tu vois qu'au fond de cette quête se cache une insécurité fondamentale, l'incapacité de faire confiance à son propre processus, de te soutenir dans ton jugement et dans ton effort sans avoir besoin du signal extérieur que tu es sur la bonne voie. Cela a des conséquences graves. La principale, tu ne te sens jamais suffisant, même lorsque tu atteins ce que tu t'étais fixé. Si l'environnement ne le célèbre pas, tu le minimises toi-même. Si l'environnement le critique, tu t'effondres même si ton travail est solide. C'est une fracture dans le caractère qui te condamne à vivre en fonction des autres et te vole la paix. La décision stratégique est claire. Cessez d'alimenter ce mécanisme et commencez à faire confiance au processus, même si personne ne le voit, même si personne ne le récompense. Construire cette confiance est inconfortable, car cela implique d'avancer même lorsque tout autour est indifférent ou même hostile. C'est s'engager dans tes actions pour la qualité de ce qu'elles représentent, pas pour ce qu'elles génèrent à l'extérieur. Si ton seul critère est la validation, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton chemin. Mais si tu choisis de te maintenir dans ton processus, quoi qu'il arrive, tu construis une solidité que ni les applaudissements ni les critiques ne peuvent te ravir. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité de l'environnement, mais de ne pas hypothéquer ta valeur aux yeux des autres. Chaque action que tu répètes par conviction renforce ton caractère et te rend imperméable à la fluctuation des opinions extérieures. La différence entre celui qui fait confiance à son processus et celui qui vit en mendiant l'approbation est brutale. L'un avance avec fermeté, l'autre se détourne à chaque signal. La validation est un prix fragile.
La confiance, un investissement inébranlable. Tu n'as pas besoin de témoins pour être excellent. Fais le tien, même si personne ne le célèbre. C'est la véritable liberté. Lorsque tu prends la décision de te maintenir sans chercher de validation, le processus devient ton refuge et ta force. L'extérieur cesse de dicter ta valeur. Et là, sans t'en rendre compte, tu commences à attirer le respect, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu cesses d'en dépendre. 8. Transformer chaque obstacle en croissance. Ce que j'ai le plus de mal à admettre, c'est la colère silencieuse qui me traverse chaque fois que la vie met un obstacle sur mon chemin. Ce n'est pas une colère explosive, c'est ce type de tension muette qui s'installe dans la poitrine et serre la mâchoire. Je sens mon corps se durcir, ma respiration devient superficielle et mes épaules se chargent comme si elles portaient un sac à dos invisible de plus en plus lourd. Dans ces moments-là, la première chose qui apparaît n'est pas la réflexion, mais la réaction automatique. La plainte intérieure, le sentiment d'injustice, l'élan de me demander pourquoi moi, pourquoi maintenant. En arrière-plan, il y a une résistance enfantine à accepter que les choses ne vont pas se dérouler selon mon scénario, un rejet viscéral de l'inconfort de l'inattendu. Personne ne vous avertit combien il est douloureux de reconnaître qu'au fond, vous espérez que le monde vous facilite la tâche simplement parce que vous croyez faire suffisamment d'efforts. Cette lutte intérieure se traduit par des gestes concrets. Les mains qui cherchent le téléphone pour se distraire, les pas qui s'accélèrent sans destination claire, le regard qui se perd quelques secondes au plafond, cherchant une réponse facile qui n'arrive jamais. Ces obstacles quotidiens, une erreur au travail, une nouvelle qui vous déstabilise, une conversation difficile que vous ne pouvez pas éviter, se ressentent comme de petits coups qui s'accumulent et érodent la motivation. Le corps réagit avant l'esprit. L'estomac se noue, le dos se tend. La voix devient plus rauque même si vous essayez de le dissimuler. Tout en vous tente d'éviter l'impact, comme si l'inconfort était un ennemi et non une opportunité déguisée. Mais si vous prenez le temps de regarder de près, vous réalisez que chaque obstacle est une sorte de miroir brutal. Il vous montre sans filtre la taille réelle de votre patience, la flexibilité de votre esprit, la qualité de votre caractère quand personne ne vous applaudit ni ne vous console. La plupart fuient ce reflet. Ils préfèrent insister sur la fantaisie que la vie devrait être linéaire et prévisible, que la croissance est un processus sans secousse. Mais le caractère ne se forge que dans la friction avec ce que vous ne voudriez pas affronter. C'est le secret inconfortable. Ce qui vous dérange le plus est exactement ce qui peut le plus vous transformer si vous avez le courage de l'affronter de front. L'obstacle est le filtre qui sépare celui qui souhaite simplement s'améliorer de celui qui est réellement prêt à payer le prix de la croissance. Il n'existe pas de véritable force chez celui qui ne sait avancer que lorsque le chemin est dégagé. Le muscle du caractère se construit en portant le poids de ce qui dérange, en maintenant un regard ferme lorsque le corps demande à s'échapper. Chaque fois que vous faites face à une difficulté sans victimisation ni excuse, vous gagnez un gramme de pouvoir sur vous-même. Chaque obstacle est un investissement dans votre force. C'est la ligne qui marque la différence entre celui qui mûrit et celui qui stagne. La prochaine fois que le monde vous fermera une porte au visage ou que le résultat contredira vos plans, observez votre réaction avec une précision presque chirurgicale. Notez l'élan de fuir, le désir de blâmer, le besoin de chercher un soulagement immédiat. Et là, dans cet espace inconfortable, décidez d'agir différemment. Faites un pas en arrière et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre. Quelle partie de votre caractère est mise à l'épreuve? Quelles compétences vous pouvez entraîner à cet instant même? Si vous parvenez à rester à cet endroit, sans dramatiser, sans chercher des coupables, vous transformez la douleur en force, la frustration en discipline, l'incertitude en créativité. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient votre meilleur entraîneur. Ce qui vous dérange aujourd'hui sera demain votre avantage.
Il suffit d'avoir le courage d'utiliser chaque coup comme matériau de construction, non comme excuse pour vous briser. C'est ainsi qu'on grandit, en acceptant le défi, sans demander de miséricorde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leurs réponses. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle. C'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche. La décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario, ton silence pèse plus que son bruit.
Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions. Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît.
Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu. L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre, il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements.
La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer. Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris.
Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit. C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse, ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limiter l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid.
Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez. Vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiment accumulé, plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique. Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile.
Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9. Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles, tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable. La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident. On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien. Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend.
Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort, dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre, c'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté. La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité.